En ce 8 mai, nous célébrons la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un livre qui m'a profondément bouleversée. Ce roman, il s'agit du Chant du Rossignol de Christine Hanna, paru récemment aux éditions Michel Lafon. Au fil des pages, le lecteur suit les destins de deux sœurs, des prémices de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Libération. L'occasion de raconter la grande histoire du point de vue des petits. En août 1939, la France rappelle ses réservistes pour rejoindre les rangs de l'armée et défendre les positions françaises contre l'avancée des Allemands. Au même moment, l'Allemagne envahit la Pologne et le 1er septembre, elle déclare la guerre. Bientôt, tous les hommes valides seront réquisitionnés. C'est près de 5 millions d'hommes qui sont mobilisés. Ils arrivèrent bien trop vite à la gare, près de Tours. Le quai était bondé de jeunes hommes chargés de valises, de femmes qui les embrassaient et d'enfants qui pleuraient. Une génération d'hommes partait pour la guerre, à nouveau. N'y pense pas, se dit Vianne. Ne repense pas à la dernière fois où les hommes sont revenus boiteux, le visage brûlé, amputés de bras et de jambes. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et très vite, le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel. « Tu entends ça ?» lui dit-il un peu plus tard. S'était-elle endormie ? Elle se redressa, elle n'avait pas entendu son père approcher, mais il était maintenant à côté d'elle, les sourcils froncés. Il y avait bel et bien un bruit étrange dans la librairie, de la poussière tombait du plafond, les bibliothèques tremblaient légèrement, produisant une sorte de claquement de dents. Des ombres passaient devant les vitrines, à petits carreaux de l'entrée, par centaines. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle à un homme rougeau qui respirait bruyamment et essayait de se dégager de la foule. « Les Allemands entrent dans Paris ! Il faut s'en aller ! J'ai déjà vécu la Grande Guerre, je sais. Les Allemands à Paris ?» se moqua Isabelle. « Impossible !» Lors d'un discours le 17 juin 1940, le maréchal Pétain capitule face à l'Allemagne. Cela est diversement apprécié par les Français. Pétain était un héros de la Première Guerre mondiale et certains sont convaincus qu'il agit dans l'intérêt de la France. La capitulation était une pilule dure à avaler, mais le maréchal Pétain était un homme honorable, un héros de la dernière guerre contre l'Allemagne. Certes, il était vieux, mais Vianne était d'avis que cela ne faisait que lui offrir un meilleur point de vue pour juger la situation. Il avait trouvé un moyen pour que leurs hommes rentrent chez eux et que la Grande Guerre ne se répète pas. Le 18 juin 1940, un inconnu, un certain général de Gaulle, appelle les Français à résister à l'occupant sur les ondes de Radio Londres. Dans le salon, elle alluma la radio et en approcha un fauteuil, espérant entendre les actualités de la BBC. Il y eut des grésillements, puis une voix inconnue dit « Vous êtes sur la BBC, ici le général de Gaulle. »« Vianne !» cria Isabelle vers la cuisine. « C'est qui, le général de Gaulle ?»« Qu'est-ce qui ?»« Chut !» la coupa Isabelle. « Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Mon Dieu, dit Isabelle. C'était ce qu'elle avait attendu d'entendre. Il y avait bel et bien quelque chose à faire, un combat dans lequel s'engager. La capitulation n'était pas définitive. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Isabelle se rendit à peine compte qu'elle pleurait. Les Français n'avaient pas baissé les bras. Plus généralement, les Français sont partagés face à cette situation assez complexe. Une grande majorité silencieuse ne prend pas vraiment parti car leur préoccupation première est de survivre. Vianne n'était pas la seule à vouloir faire comme si la France n'avait ni capitulé ni été conquise. En ville, les commerçants et les cafetiers souriaient aux Allemands, leur servaient du champagne et leur vendaient les meilleures pièces de viande. Les villageois, des paysans pour la plupart, haussaient les épaules et continuaient de vivre leur vie. Oh, ils marmonnaient d'un air désapprobateur, secouaient la tête et donnaient de mauvaises indications quand un Allemand leur demandait son chemin. Mais au-delà de ces petits actes de rébellion, il n'y avait rien. Pas étonnant que les soldats allemands fussent bouffis d'arrogance. Ils avaient pris cette ville sans devoir se battre. Grand Dieu, ils avaient fait la même chose à toute la France. Très vite, les Allemands dressent des listes de juifs, d'homosexuels ou encore de communistes qui sont renvoyés de leurs emplois avec l'appui de la police française. Le gouvernement de Pétain s'est installé à Vichy et règne sur la France libre. Certains Français en territoire occupé décident de collaborer avec l'ennemi,
par conviction ou surtout pour profiter de nombreux avantages dans une France minée par les restrictions. La politique visant à stigmatiser les Juifs s'amplifie et fin mai 1942, on les contraint à porter l'étoile jaune sur leurs habits. « Ils ont instauré une nouvelle loi », dit-elle enfin. Lentement, elle ouvrit sa main gauche pour révéler les morceaux de tissu jaune froissé qui avaient été découpés en forme d'étoile. Sur chacun d'eux était inscrit en noir le mot juif. Nous devons porter ça, nous devons les coudre sur nos vêtements, sur les 3 vêtements d'extérieur qui nous sont autorisés, et les porter tout le temps en public. J'ai dû les acheter avec mes tickets de rationnement. Je n'aurais peut-être pas dû me déclarer. Si nous ne les portons pas, nous risquerons de sévères sanctions, quoi que ça veuille dire. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942 a lieu à Paris la tristement célèbre rafle du Veldiv. Des familles juives entières sont arrêtées et parquées dans le stade du Vélodrome d'hiver en vue de rejoindre des camps de concentration. 13 152 juifs seront arrêtés, dont 4 115 enfants, 2 916 femmes et 1129 hommes. Isabelle ne comprenait pas. Comment les gendarmes français pouvaient-ils faire ça aux Parisiens? Les enfants ne peuvent tout de même pas travailler, monsieur. Il doit y avoir des milliers d'enfants là-dedans et des femmes enceintes. Comment est-ce que j'ai l'air d'être le cerveau de tout ça? Je fais juste ce qu'on me demande. On me dit d'arrêter les juifs étrangers à Paris, je le fais. Braquez vos fusils sur eux et soyez prêts à tirer. Le gouvernement veut que les juifs étrangers de toute la France soient envoyés à l'Est dans les camps de travail. Et nous commençons comme ça. Toute la France? Isabelle sentit l'air jaillir de ses poumons. L'opération vent printanier. Vous voulez dire que ça ne se passe pas qu'à Paris? Non, ce n'est que le début. On connaît la triste réalité que furent ces camps pour les Juifs, mais les résistants et les autres prisonniers politiques envoyés aux travaux forcés connurent eux aussi des traitements d'une horreur sans nom. Elle était hébétée comme une mule de trait quand les nazis lui passèrent un harnais sur les épaules qu'ils serrèrent au niveau de sa ceinture. Elle était harnachée à 11 autres jeunes femmes, coude à coude. Derrière elle, une roue en acier de la taille d'une automobile était fixée au harnais. Le 7 mai 1945, l'Allemagne signe son acte de reddition à Reims. Les 8 et 9 mai, elle signe l'acte de Berlin qui met fin définitivement au conflit armé en Europe. L'histoire a célébré les soldats et les grandes figures masculines de la résistance. Toutefois, il n'y a jamais eu de véritable reconnaissance pour toutes ces femmes ayant risqué, voire donné leur vie pour la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Les hommes racontent des histoires, dis-je, et c'est la réponse la plus vraie et la plus simple à sa question. Les femmes continuent d'avancer. Pour nous, ça a été une guerre de l'ombre. Il n'y a pas eu de parade pour nous quand ça s'est fini, ni de médailles ou de mentions dans les livres d'histoire. Nous avons fait ce que nous devions pendant la guerre, et quand elle s'est terminée, nous avons recollé les morceaux et recommencé nos vies. En ce 8 mai, nous célébrons la fin de cette horrible guerre. On parle beaucoup des grands hommes, mais nous ne devons pas oublier toutes ces femmes qui, dans l'ombre, ont contribué au salut de la France. Le Chant du Rossignol est un roman poignant qui suit le quotidien de femmes ordinaires prises dans l'étau de cette horrible guerre. Il pousse le lecteur à s'interroger sur ses propres réactions s'il avait été confronté à pareille tragédie. Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement la lecture de ce roman, duquel vous ne ressortirez pas tout à fait le même.